Bonjour, Charles Anderlin. Les téléspectateurs vous connaissent bien, correspondant de France 2 au Proche-Orient, en particulier à Jérusalem, depuis plus de 30 ans maintenant. Vous apparaissez souvent dans les journaux de TV5. Le 30 septembre 2000, votre vie a basculé lorsque, dans votre métier de journaliste, vous avez diffusé ces images, l'extrait d'un reportage qu'on regarde tout de suite. Tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent. Ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Charles Anderlin, vous êtes donc l'auteur de ce reportage, le 30 septembre 2000, Un enfant est mort, c'est le titre du livre que vous publiez chez Don Quichotte aujourd'hui, où vous racontez votre vérité. Depuis 10 ans, vous vivez aussi un véritable martyr parce que vous êtes l'objet d'attaques incessantes. Oui, enfin, un martyr parfaitement supportable, il faut quand même le dire. Enfin, vous avez été accusé de nazi, vous avez été accusé de... Oui. Il y a eu des organisations qui sont allées assez loin. En fait, j'ai fait ce livre... je crois que j'aurais fait ce livre si cela avait concerné également un autre journaliste. Parce que pour moi, 10 ans après, il fallait décortiquer, déconstruire la théorie du complot qui était à l'origine d'une véritable campagne de rumeurs où on est venu nous dire que tout cela, c'est de la mise en scène. L'enfant n'est pas mort, l'enfant serait encore vivant. Certes, d'autres nous disent qu'il a été tué par des Palestiniens pour déclencher l'intifada. Et c'est finalement, vous savez, une opinion déjà tout à fait admise dans un certain nombre de milieux. Les gens pensent que, oui, il y a eu quelque chose de bizarre dans ces images. Pourquoi ces attaques, je disais, ces attaques incessantes finalement depuis 10 ans qui n'ont jamais cessé? Parce qu'évidemment, cette image a fait le tour du monde. Elle a suscité aussi d'autres événements. C'est-à-dire que le martyr de cet enfant a eu une cause internationale, évidemment pour les Palestiniens en particulier. D'abord, les Palestiniens ont utilisé l'image comme symbole de la seconde intifada, du soulèvement palestinien. L'image a été volée par des organisations terroristes qui l'a utilisée, par exemple au moment de l'assassinat par Al-Qaïda du journaliste américain Daniel Pearl. Donc l'image, effectivement, a eu sa propre vie. Maintenant, les attaques, tout cela fait partie d'un ensemble qui provient d'organisations pro-israéliennes et aussi de certains individus qui s'en servent pour développer la théorie du complot, nous expliquer que sur des détails qu'on ne voit pas ici, que par exemple on ne voit pas de sang, etc., etc. En fait, pour moi, ils disent même qu'on voit l'enfant bouger après, à un moment donné, à l'image. Oui, on voit l'enfant bouger. Qu'il jette même un regard complice au caméraman. Ça, c'est n'importe quoi. C'est des interprétations de l'image par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Gaza, n'ont jamais assisté à un affrontement ou à un combat entre Israéliens et Palestiniens. On vient de voir il y a quelques instants des images de cet enfant mort. Ça, c'est une preuve irréfutable que cet enfant est bien mort, parce que certains disaient c'est pas vrai, il n'est pas mort. Nous avons proposé, son père, Jamal Adoura, a proposé d'exhumer le corps à des fins d'ADN. On nous a répondu, cela ne voudrait rien dire. En fait, pour moi, tout cela a commencé fin novembre 2000, avec la conférence de presse du général israélien commandant le secteur. Et là, j'étais assez surpris. D'abord, 2 experts israéliens ont fait cette enquête. L'un de ces experts nous explique que Menachem Begin, lors du premier sommet de Camp David, a été drogué et donc a donné le Sinaï à Sadat. Le second expert explique que Yigal Amir n'a probablement pas assassiné, en tout cas il y a un problème au sujet de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 95, donc des experts qui déjà sont dans une théorie du complot. Et ce n'est pas tout. Le général a expliqué dans sa conférence de presse que l'on voit des flashs de balles sur la vidéo. Une caméra de reportage à 24 images par seconde ne filme pas de balles. Pour cela, il faut une caméra scientifique. Donc des choses extrêmement curieuses. Personne n'a vraiment décortiqué cette conférence de presse. La conclusion du général était qu'il est
plus probable que l'enfant ait été tué par des Palestiniens que par des Israéliens. Très vite, c'est devenu une preuve. Vous voyez, les généraux israéliens disent qu'il a été tué par des Palestiniens. Donc, s'il a été tué par des Palestiniens, c'est que des Palestiniens l'ont visé. Pourquoi l'ont-ils visé? Eh bien, visiblement, pour créer une image épouvantable, attaquer Israël et déclencher l'intifada. Donc, voici la théorie du complot qui est derrière. À partir de là, tout cela se développe et au cours de 10 ans, vous avez des spécialistes. Il y en avait des spécialistes, vous dites, même plus loin. Certains ont affirmé qu'il y avait des mises en scène permanentes, que les Palestiniens jouaient à tomber ou à faire semblant de tomber sur les balles pour être ensuite transportés, et que tout ça était une vaste mise en scène. Alors effectivement, ce que l'on nous raconte, c'est que ce jour-là, à Netzarim, dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens sont venus comme figurants jouer la comédie. Le père, Jamal, joue la comédie, son fils jouait la comédie. Les médecins de l'hôpital Shifa, où le père a été soigné, ont utilisé visiblement de la sauce tomate pour mettre sur les pansements du père et faire croire qu'il est blessé. L'ambassadeur de Jordanie qui a conduit le père à Amman, à l'hôpital militaire, pour des opérations urgentes, jouait la comédie. Oui. Les médecins en Jordanie jouaient la comédie. Et vous seriez évidemment complice, disent-ils. Il n'y a pas de Francis Ford Coppola à Gaza pour créer un tel cinéma. Votre caméraman palestinien est évidemment mis en cause. Vous avez toujours soutenu. Ça a été difficile ces 10 années, j'imagine. Écoutez, des pressions sur France Télévisions pour demander votre renvoi. Ça n'a pas arrêté. Oui, effectivement. D'abord, il y a France 2, bien entendu, a soutenu. Et mon caméraman, qui est un employé de France 2 depuis 1988, en qui nous avons totalement confiance. Les services de sécurité israéliens ne l'ont jamais accusé de quoi que ce soit. Il est d'ailleurs un des rares Palestiniens à être autorisé à sortir régulièrement de Gaza pour passer en territoire israélien et ensuite voyager en France. Ouais. Donc, mais pourquoi, Charles Landerlin, il y a d'autres enfants qui ont été tués, hélas, dans ce conflit? Là, il y a pourquoi, dans ce cas, cette contestation? L'image très forte, l'image qui a également été instrumentalisée par des groupes terroristes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles une association d'avocats des colonies a déposé plainte auprès de la Cour suprême israélienne pour demander que l'on me retire ma carte de presse. Il y a eu un jugement et je suis aujourd'hui un des rares journalistes en Israël qui doit avoir une carte de presse sur décision des juges. Il y a eu effectivement cette campagne avec des hauts et des bas, parfois difficiles. Ça a touché aussi ma famille. Oui, et puis parce que vous avez dû être mis sous protection. Vous avez des menaces de mort. Un an et demi où il y a eu des menaces de mort et il a fallu effectivement s'adresser à une société de gardiennage. Merci Charles Landerlin. C'est tout ça que vous racontez dans ce livre. Un enfant est mort. Vous avez attendu 10 ans pour dire cette vérité, votre vérité, chez Don Quichotte, donc publié aujourd'hui, un livre événement. Merci d'être venu nous retrouver et on vous retrouvera bien sûr toujours en duplex de Jérusalem pour continuer de suivre l'actualité au Proche-Orient avec vous. Merci Charles Landerlin. Merci.